Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Ça y est, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc, pays hôte par un score d'1-0. Un but marqué par Pape Gueye. 4 minutes après le début de la prolongation, le Sénégal inscrit donc une seconde étoile sur leur maillot. Bravo aux Lions de la Teranga. Ceci dit, le secteur de l'éducation traverse actuellement une période de turbulence malgré l'ouverture des négociations et les efforts du gouvernement. La grève initiée par SOS Éducation se poursuit. Cette situation préoccupante mobilise les autorités en quête d'une issue favorable. Au point de la situation avec Gaël Bimba Okoko, Branly Timba. Depuis l'annonce de mouvements de grève dans le secteur de l'éducation, les salles de classe sont restées fermées sur l'ensemble du territoire national. Enseignants et personnel éducatif dénoncent des revendications restées, selon eux, sans réponse satisfaisante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années déjà. Face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté inactif. Des négociations ont été engagées dès les premiers jours de la crise, avec la mise en place d'un cadre de concertation impliquant SOS Éducation et les administrations concernées. Des efforts qualifiés de massifs ont été consentis par l'exécutif afin de parvenir à une sortie de crise rapide et responsable. Mais malgré ces démarches, la grève persiste, impactant directement le calendrier scolaire et l'avenir des apprenants. Une réalité qui suscite de vives inquiétudes au sein de l'opinion publique. Consciente de l'enjeu stratégique que représente l'éducation pour le développement du pays, les plus hautes autorités multiplient les rencontres et consultations. Pour elles, les problèmes de l'éducation figurent parmi les grandes préoccupations nationales, nécessitant des solutions durables et concertées. Quel que soit le nombre de salles de classe que nous construirons, quel que soit le montant des indemnités, des primes, du salaire qui est demandé, rien ne pourra remplacer ce tort que nous faisons à nos enfants. L'objectif affiché reste clair, préserver l'année scolaire, garantir le droit à l'éducation et restaurer un climat de confiance entre les acteurs du système éducatif. Alors que les discussions se poursuivent, élèves, parents et enseignants espèrent un dénouement rapide. Le dossier de l'éducation demeure plus que jamais au cœur de l'agenda des autorités. Justement, information des dernières minutes, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique informe que les cours reprendront sur l'ensemble du territoire national dès ce lundi 19 janvier. Cette décision intervient suite aux progrès réalisés lors du dialogue avec les partenaires sociaux et à l'annonce des mesures gouvernementales en faveur des enseignants. Le communiqué officiel a été rendu public par le secrétaire général du ministère. Suivons les détails. Ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique. Communiqué 001. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique, sur instruction de Madame le ministre d'État, informe la communauté éducative que, suite aux avancées significatives du dialogue avec les partenaires sociaux, les activités pédagogiques reprendront leur cours normal sur l'ensemble du territoire à partir du lundi 19 janvier 2026. J'insiste, à partir du lundi 19 janvier 2026. Il est demandé aux parents d'élèves d'accompagner leurs enfants à l'école dès ce lundi. Heure habituelle, afin d'assurer une reprise effective des enseignements et la continuité du service public de l'éducation. Les directeurs d'académies provinciales, les directeurs de zones académiques, les chefs de circonscription scolaire, les chefs de base pédagogique, les chefs d'établissement scolaires sont tenus de veiller rigoureusement à l'application des présentes instructions. Le secrétaire général appelle à la responsabilité
au civisme et à l'engagement de tous les acteurs du système éducatif dans l'intérêt supérieur des apprenants et pour la sauvegarde de l'année scolaire. Fait à Libreville le 18 janvier 2026. Je vous remercie. Voilà, revenons sur cette actualité. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part hier à Conakry à la cérémonie d'investiture de son homologue guinéen Mamadi Doumbouya, organisée au stade général Lansana Conté. Cette cérémonie historique a réuni plusieurs chefs d'État et des délégations étrangères, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie politique de la Guinée. Communication présidentielle. Le stade général Lansana Conté a marqué l'histoire politique de la République de Guinée en ce 17 janvier 2026. L'investiture de Mamadi Doumbouya, président élu à l'issue de la présidentielle de décembre 2025, avec 86,72% des voix. Après une transition politique de 2021 à 2025, Mamadi Doumbouya prête serment devant le peuple guinéen, la Cour suprême et plusieurs chefs d'État du continent, dont le nôtre, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema. Cette cérémonie est une étape majeure dans la trajectoire politique de la Guinée, le retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi Doumbouya a su prendre le relais que lui avait passé Brice Clotaire Oligui Nguema le 3 mai 2025 à Libreville, qui a abouti à l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes. Le président élu s'engage dès lors à œuvrer pour le renforcement de l'état de droit, la consolidation de l'unité nationale et la promotion du développement socio-économique de son pays. Le Gabon et la République de Guinée entretiennent d'excellents liens d'amitié, de fraternité et diplomatique. Les deux nations sont fortement attachées aux idéaux de paix, de stabilité et de coopération régionale et de développement inclusif des peuples respectifs de Guinée et du Gabon. La présence du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est un signal fort dans la perspective de la consolidation des efforts visant à bâtir des institutions fortes au service de la stabilité politique et du progrès durable en Afrique. Ce grand messe a permis également aux différents chefs d'État conviés à cet événement d'échanger autour des questions diplomatiques, de gouvernance, de sécurité et d'intégration régionale. Retour à Libreville, les travaux de construction des voiries du quartier Akeminjogoni dans le 3e arrondissement ont débuté. Ce projet présidentiel vise à améliorer la mobilité et le cadre de vie des habitants dans la dynamique de modernisation urbaine du pays. Communication présidentielle. Les travaux de réhabilitation routière se poursuivent activement au quartier Akeminjogoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Parmi les habitants de cette zone longtemps marquée par l'enclavement et la dégradation avancée de la voirie, l'espoir est bien réel. Ce projet de route, nous le recevons avec joie. Parce que c'est un vieux projet de 2014. Et Dieu merci, le président Oligui est venu nous donner une grande joie. Nous sommes très contents. Les habitants d'Akeminjogoni sont pour. Et nous sommes très contents de ce projet. Et nous remercions le président. Sous l'impulsion du président de la République, ce chantier intègre une dynamique plus large de modernisation des infrastructures urbaines avec pour objectif d'améliorer durablement la mobilité, la sécurité et le cadre de vie des populations. Le quartier s'est révolutionné, ça nous fait plaisir, ça nous fait grand joie parce que moi étant dans une zone marécageuse, je suis au bord du canal, je m'inondais tous les jours à chaque pluie. Mais depuis que les travaux sont lancés, il pleut et puis l'eau ne remonte plus au sein de ma maison. Et moi, ça me rend vraiment heureux. Ici, à Akeminjogoni, les engins sont donc à pied d'œuvre. Reprofilage de la chaussée, assainissement des voies, pose de caniveaux et préparation du revêtement final redonnent progressivement à ce quartier sous-intégré une physionomie nouvelle. Ça nous soulage énormément parce que je me souviens, il y a à peine quelques temps, cette route était pratiquement impraticable. Sortir là au Carrefour Léon, c'était des difficultés. Or là, ça change, ça soulage la population. Pour les riverains, l'impact est déjà perceptible. Les difficultés d'accès en saison des pluies, les embouteillages liés à l'état de la route et les désagréments pour les transports en commun tendent à s'estomper.
vous remarquez que Hakimi Djorini est dans une zone, on va dire zone concave, qui récupère toutes les eaux qui reviennent des différents quartiers environnants. Donc c'est le premier point. Et le deuxième volet, c'est la voile, donc les voiries proprement dites, qui permettent de désengorger toute la zone, puisque Hakimi Djorini est dans une zone stratégique, dans la mesure où elle est située à un endroit où on peut facilement rallier au carrefour Léon-Bas, on peut rallier Lokomo, donc en face du commandement en chef de police, on peut rallier Montagne-Sainte, très près de France-Tel, et on peut ressortir par la marine au niveau de la station Total Bessieux, tout comme aussi on peut revenir et sortir sur ces talons au niveau du patrimoine, donc le camp de police en face, et aussi au niveau de la zone des sapeurs-pompiers. Voilà. Au-delà du confort quotidien, cette réhabilitation ouvre des perspectives économiques et sociales meilleures pour la circulation des personnes et des biens, la valorisation du foncier, la facilité d'accès aux services publics et le renforcement de l'intégration du quartier dans le tissu urbain de la capitale. C'était la forêt, c'était de l'eau, c'était partout. Il y a même des reptiles qui se baladaient partout. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu, nous remercions quand même le président qui a quand même eu une idée vraiment profite pour toute la population. Bien plus qu'un simple chantier, c'est la matérialisation d'une volonté politique permanente qui a pour objectif de réduire les inégalités urbaines et de rapprocher les quartiers périphériques du cœur de Libreville-la-Belle, une capitale en pleine transformation, au grand bonheur de ses habitants, longtemps restés en marge du développement urbain. Et les responsables de l'École nationale des arts et manufactures ENAM et de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS ont été reçus par le ministre des Sports Paul Kessani. Au cours d'une séance de travail, les directeurs généraux ont exposé leurs besoins réels de fonctionnement dans l'optique d'améliorer les conditions de travail et de fonctionnement au sein de ces établissements. Georges Alexis Bada, Juste Nzana. La question du sinistre des installations de l'École nationale des arts et manufactures en bonne place de la communication des responsables pour une solution urgente. Nous n'avons pas été épargnés par l'orage qu'il y a eu la nuit du 15 au 16 décembre dernier, mais les autorités publiques ont été assez promptes. Il y a eu des bureaux d'études qui sont arrivés nous disant qu'ils étaient commis par l'État pour pouvoir reconstruire tout ce qui a été donc les toitures des principalement 2 bâtiments. La question académique reste aussi préoccupante. Nous avons démarré les cours en octobre et puis il y a eu un débrayage des étudiants parce qu'ils réclamaient le paiement de leur bourse de l'année 2024-2025. De la formation des formateurs au cœur des débats. L'Institut, la rentrée académique 2024-2025 a enregistré un effectif de près de 1300 étudiants. Nous n'avons que 14 salles de classe pour 29 divisions pédagogiques. Nous avons les plateaux sportifs très insuffisants. L'INJS doit innover pour coller aux nouveaux défis infrastructurels. L'avenir de la culture, mieux des arts intimement liés à une bonne formation pour la transmission du savoir à la jeune génération. En religion, la prière occupe une place essentielle dans la vie spirituelle et quotidienne du chrétien, véritable source de force, de foi et de communion avec Dieu. Elle est au cours de l'enseignement biblique. L'apôtre Paul exhortait d'ailleurs les croyants en ces termes: priez sans cesse, priez et ne cessez jamais de prier. Pourquoi la prière est-elle si importante dans la vie d'un chrétien? Élément de réponse dans ce reportage signé Mirandangue, Pierre Claverella. La prière est un élément fondamental de la vie d'un chrétien. Elle permet de communiquer avec Dieu et de vivre une relation personnelle avec lui. De par ma propre expérience, la prière me met en communion avec Dieu. Chaque fois que je suis dans une situation des plus compliquées, des situations de tribulation, des situations d'attaque, je me mets à prier et une fois je prie, tout ce que je demande à Dieu, je le réalise. Cet outil puissant peut apporter la paix, la guidance et la connexion spirituelle dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs manières de prier. Il y a la prière
du cœur, c'est-à-dire celle qu'on fait en silence. Il y a la prière votive où, en tout cas, tu pries à haute voix. Et il y a la prière que tu peux faire étant à genoux, étant assis, étant couché. La prière, c'est pas tant l'éloquence. La prière, en fait, c'est ce qui sort de ton cœur, avec humilité, avec surtout la force et la puissance de la foi. Les formes et procédures de prière varient selon les traditions religieuses et les cultures, mais elles partagent toutes un objectif commun. Il y a une méthode ancienne qu'on appelait ardor. Ça veut dire tu commences par adorer et ensuite tu regrettes tes fautes et ensuite tu demandes, parce que c'est la prière que Jésus nous a enseignée, et après, en tout cas, tu t'offres l'offrande et ensuite tu remercies. Donc c'est une méthode ancienne, mais peu importe de passer par ces étapes-là. L'essentiel, c'est de savoir que je suis en train de prier. Prier sans cesse, c'est donc une invitation à vivre une vie de prière, à rester connecté à Dieu et à le laisser guider chaque moment de nos journées. Les fidèles catholiques se sont retrouvés pour célébrer l'Eucharistie en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année à la paroisse Notre-Dame de Miséricorde d'Alibandeng. La messe a été présidée par le père restant, curé de la paroisse, dans une ambiance de recueillement et de partage. Suivons ensemble cette célébration eucharistique avec André Rivaza, Ulrich Mutsubié. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Libandeng ont célébré ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. La messe, présidée par l'abbé Rostom Ngemba, Notre-Dame de la Miséricorde, a été marquée par l'écoute attentive de la parole de Dieu, en particulier l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cœur de son homélie, le célébrant a médité sur ces paroles essentielles de Jean-Baptiste. Citation : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Lorsque nous parlons de l'agneau, deux idées se dégagent. Il y a d'abord l'innocence, la fragilité, et ensuite le don, le sacrifice. Et Jésus incarne ces deux réalités. À travers cette proclamation, le prêtre a invité les fidèles à reconnaître en Jésus le Christ, l'agneau offert pour le salut de l'humanité, et à vivre chaque jour dans la foi, la conversion et la miséricorde. Cette célébration eucharistique a ainsi permis aux fidèles de se nourrir spirituellement et de renouveler leur engagement chrétien au cœur de la vie quotidienne. Le message central, c'est de ne plus se livrer à d'autres formes de sacrifice, puisque l'agneau de Dieu s'est sacrifié une fois pour toutes. Et c'est ce que le prêtre dit d'ailleurs lorsqu'il consacre le pain et le vin. Ceci est mon sang, livré pour vous, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En vue de quoi? En vue de la rémission des péchés. Une messe dominicale vécue dans la foi et la communion, rappelant à chacun l'appel à suivre le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Clap de fin pour le séminaire chrétien organisé par le Judo Ministries autour du thème évocateur « Et si la mort n'était pas la fin ?» Durant 4 jours, fidèles et responsables religieux ont été plongés dans une atmosphère intense de prière, d'enseignement biblique marquant profondément les participants. Retour sur cette rencontre spirituelle avec Sheila Mebale, Ulrich Mbutsubié. Après 4 jours d'intenses activités spirituelles, la conférence religieuse placée sous le thème « Et si la mort n'était pas la fin ?» s'est achevée dans une atmosphère de ferveur et de gratitude. Durant ces journées, conférenciers et organisateurs ont multiplié les temps d'échange, de prière, d'évangélisation et de proclamation prophétique, invitant les participants à une profonde réflexion sur le sens de la vie et de l'espérance chrétienne. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. Celui qui accepte le Seigneur dans sa vie connaît la vie éternelle. Donc la mort, si elle est physique, elle n'est pas la fin. C'est plutôt le commencement d'une vie éternelle. Mais ceux qui s'éloignent du Seigneur Jésus-Christ connaîtront la fin. La rencontre a rassemblé de nombreux fidèles ainsi que les responsables religieux venus vivre ces instants de communion, de partage et de renouveau spirituel. Je suis heureux. Ça m'a permis de m'engager, de servir le Seigneur avec zèle. Les objectifs visés ont été atteints. Il y a des messages forts qui ont pu être passés, des concepts particuliers en matière de leadership chrétien qui ont été développés et nous rendons gloire à Dieu. Vraiment avec Jésus, tout est possible. Et je suis très contente
À travers enseignements bibliques, témoignages et moments de louange, le message central est resté le même. Pour les croyants, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Nous croyons Dieu que le message est passé et nous soupirons au fait qu'à la prochaine édition, il y a une plus grande mobilisation parce que le peuple gabonais en général en a besoin. Pour les organisateurs, cette conférence marque une étape importante dans la mission d'évangélisation et de réveil spirituel qu'ils entendent poursuivre au-delà de cet événement. Une conférence riche en émotions et en enseignements qui laisse aux participants un message d'espoir et de foi. La mort n'est pas une fin. Sans transition, ouvrir un robinet est devenu un geste incertain. Ce qui relevait autrefois du confort quotidien s'est transformé pour de nombreux ménages en véritable parcours du combattant. Un nouveau marché a émergé, celui de l'eau vendue par des entreprises privées, une solution de secours devenue pour beaucoup la seule alternative. Mais à quel prix pour les consommateurs? Une enquête signée Darius Manganga, Jean-Pierre Moussouami. À Libreville, comme dans toutes les autres villes du pays, le manque d'eau n'est plus qu'un simple désagrément, mais une crise quotidienne. Dans de nombreux foyers gabonais, des robinets sont à sec pendant des jours, parfois des semaines. Le constat est amer. L'eau potable, pourtant essentielle à la vie, devient rare. Et dans ce vide laissé par le service public, un nouveau marché s'impose avec force, celui des entreprises de livraison d'eau, communément appelées cubiténaires. Ces camions-citernes, de plus en plus nombreux dans la capitale, sillonnent des quartiers populaires, résidentiels et zones industrielles. Une activité en pleine expansion qui soulève une inquiétude majeure. Aucune information fiable n'est fournie sur la qualité, la provenance et la potabilité de l'eau distribuée. Pourtant, cette eau est utilisée aussi bien pour la consommation humaine que pour des activités économiques. Au charbonnage, nous découvrons une briqueterie contrainte de se ravitailler par camion pour poursuivre sa production, faute d'eau courante. À quelques pas de là, des jeunes habitants remplissent quelques bidons. Cette eau leur sert à cuisiner, faire la lessive et assurer l'hygiène quotidienne. Tous déplorent la même situation. Nos enfants boivent ça, on se lave avec, on prépare avec, on ne sait même pas quels sont les microbes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, honnêtement, nous, ça ne nous plaît pas. Moi aussi, ça ne nous plaît même pas un peu. Nous, on veut que l'eau revienne dans les tuyaux, l'eau de la pompe. Nous décidons de suivre un camion en pleine livraison. Après plusieurs détours, il s'arrête devant une entreprise de fabrication de glaces. Ici aussi, la pénurie a bouleversé l'activité, incapable de s'approvisionner régulièrement par le réseau public. La société dépend entièrement de ses livraisons privées. Une réalité troublante quand on sait que cette eau entre directement dans la chaîne de consommation. L'usine d'Ambomo, en construction à 15 km de Ntoum, annonce une capacité de production de 35 000 m3. Mais sur le terrain, les populations continuent de payer le lourd tribut à cette pénurie persistante. L'eau là n'est pas vraiment bon à la bouche. On est obligé d'acheter nos bidons d'eau pour donner aux enfants et nous-mêmes aussi on boit. Maintenant l'eau là, on est obligé de laver les habits avec. Dans les bas quartiers, nous sommes contraints parfois de payer de l'eau avec des distributeurs. C'est que la qualité de l'eau, nous ne savons pas. Nous sommes contraints de payer de l'eau par ceux qui ont des forages. Ce qui dérange, non seulement la vie est difficile, s'il faut encore payer un liquide qui est gratuit. Vraiment, les mots me manquent. Les écarts de prix sont révélateurs. 1000 litres d'eau coûtent en moyenne 500 francs auprès de la société d'eau et d'énergie. En revanche, auprès de ces entreprises de livraison privée, ce même volume est facturé jusqu'à 10 000 francs, 20 fois plus cher. Aucune garantie sur la qualité d'eau livrée. Selon les autorités, la loi de finances de cette année prévoit la création de nouvelles capacités de production, avec plus de 110 000 m3 supplémentaires annoncés, ainsi que la mise en place d'un arrêté visant à encadrer la distribution et la vente de l'eau, une mesure présentée comme une réponse structurelle destinée à réduire le déficit en eau potable. La population vit au rythme des camions-citernes, prisonnière d'un système où l'eau, bien que vitale, est devenue une marchandise. Une situation qui interroge profondément sur la gestion d'un service public essentiel et sur les risques sanitaires qui fait peser ce marché non régulé. Un problème persistant et qui demande des solutions définitives. Dongila, dans le département du Komo-Monda, a récemment bénéficié d'une caravane médicale organisée par le SAMU Social, une initiative humanitaire d'urgence menée directement auprès des populations vulnérables. Le compte rendu avec Sheila Mebale et d'Israël Yakunda.
À Donguila, chaque pas de cette maraude pédestre a compté. Guidés par l'abbé Fredo, les équipes du SAMU social ont sillonné les habitations, parfois les plus reculées, à l'exemple du village Éco-Élon. Ils ont parcouru 5 heures de marche pour rejoindre les familles en détresse. Des portes qui s'ouvrent, des regards inquiets, puis le soulagement de pouvoir enfin consulter un médecin. Cette descente sur le terrain nous a permis de constater que la population est malade. Nous avons visité de nombreuses personnes âgées et souffrantes. On a rencontré des enfants qui sont atteints du paludisme parce qu'il y a eu des tests. On a rencontré des personnes âgées qui avaient également quelques lésions sur le corps. Il y a eu une prise en charge et pour cela, je tiens de tout cœur à dire merci à Dr Yabar, coordinateur général du SAMU social et toute son équipe. Ici, les soins sont gratuits, mais l'impact est immense. Un geste, une ordonnance, quelques médicaments suffisent parfois à redonner confiance et dignité à ceux qui se sentent oubliés. Moi, je vais donner ça là pour papa, pour qu'il puisse marcher. Hein? Les cannes anglaises. Hein? Il est même là. Voilà. Ici, je vous donne ça. C'est lui qui a le vélo, je vois, mais il a besoin de ça aussi. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour papa. Merci papa. beaucoup. Très gentil. Voilà. Au-delà des consultations, cette caravane médicale laisse une trace durable. Le don de médicaments offert par le coordonnateur général du SAMU social gabonais permettra à l'internat de Donguila de disposer d'une pharmacie de secours. Un soutien précieux pour les jours à venir. Vous connaissez tous vos malades à domicile. Tous, vous les connaissez dans Donguila. Ce sont certes vos fidèles, mais vous les connaissez tellement bien que vous avez conduit partout et nous avons décidé spontanément de vous constituer une petite pharmacie pour que ce suivi quotidien, nous nous engageons que chaque fois que ça manque, même si c'est hebdomadaire, j'enverrai un véhicule ici à titre personnel déposer les médicaments parce que on a l'impression que Donguila est proche de ville, mais c'est tellement loin en termes d'accès aux soins. À Donguila, cette action humanitaire n'a pas seulement soigné des corps, elle a aussi réchauffé des cœurs, rappelant qu'au bout du chemin, la solidarité reste le meilleur des remèdes. Allons dans le Haut-Ogooué où le camp Djoué d'Abani a accueilli une cérémonie solennelle de remise de galons à plusieurs éléments des forces armées gabonaises en service dans la région militaire terrestre sud-est. La cérémonie a été conduite par le commandant du 4e bataillon d'infanterie, le commandant Daniel Nsom Obounou. Guimadjoupa Sangwetaba et Joël Adjaï. Des officiers et sous-officiers, ainsi que des agents de rang en activité à la région militaire terrestre sud-est, tous promus à compter de ce mois de janvier 2026. À la lecture des différents textes d'avancement, c'est ici au total 27 éléments des forces armées gabonaises qui ont été élevés au grade supérieur. Le grade que vous recevez aujourd'hui consacre des années d'efforts constants, de discipline, de loyauté et de sens du devoir. Il distingue celles et celles qui ont su répondre aux exigences du service, assumer les responsabilités confiées et incarner au quotidien les valeurs de notre institution. À travers vous, le commandement reconnaît la compétence, la rigueur et surtout la discipline. Un nouveau galon, il appelle à plus d'engagement, a repris le commandant du 4e bataillon d'infanterie dans l'unique intervention lors de la célébration au camp Djoué d'Abani. Chers promus, ce grade aujourd'hui vous honore. Cependant, il vous engage encore davantage. Car, rappelez-vous, à celui qu'on donne plus, on en demandera encore plus. La cérémonie de port d'un signe de grade au camp d'Abani, elle a vu la présence des commandants d'autres unités de nos forces de défense et de sécurité. Cérémonie de port de galon également pour les officiers de police judiciaire inscrits au tableau d'avancement de force de police nationale pour l'année 2025. Cette fois-ci, c'est à l'esplanade du commissariat central de Port-Gentil dans l'Ogooué maritime qui a servi de cadre à cette cérémonie. Christine Tam, Rodney Mayulu.
Ils sont au total 15 policiers promus, dont 5 officiers supérieurs, 7 sous-officiers supérieurs et 3 sous-officiers subalternes du commissariat central de Port-Gentil, apportés en présence du gouverneur François Assongonobam les grades de commandant, de brigadier chef-major, de brigadier chef, de brigadier et de sous-brigadier. Le commissaire central s'est adressé aux impétrants. Votre avancement est la reconnaissance d'un parcours marqué par des valeurs parmi lesquelles on peut citer l'assiduité, l'abnégation et le sens du devoir. Il consacre également la confiance que la hiérarchie place en chacun de vous. À ceux qui n'ont pas été promus cette année, je tiens à vous rassurer que votre engagement n'est pas ignoré. Votre non-avancement n'est ni un oubli, ni un jugement négatif, mais plutôt un appel à maintenir le cap. Honorés et fiers de leur promotion, les récipiendaires se sont montrés reconnaissants. Au nom de tous les promus, je veux exprimer notre gratitude envers son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Dans un contexte où l'image du policier notamment est régulièrement ternie par des comportements déviants des brebis galeuses de cette corporation, Ferdinand Oudjoula a attiré l'attention de ses collaborateurs. Nous devons toujours incarner en tout lieu et en toutes circonstances les valeurs de neutralité, de probité, de respect de la loi et des droits humains. Que le regard de nos concitoyens, notre baromètre, est tourné vers nous. C'est par nos comportements au quotidien que nous gagnerons et maintiendrons leur confiance. Une séance de photos a clos cette cérémonie. Toujours dans la province de l'Ogooué-Maritime, au lendemain du déguerpissement des commerçants installés de manière anarchique au marché Grand Village à Port-Gentil, certains commerçants saluent l'initiative de la mairie mise en œuvre conformément aux directives de la tutelle administrative et rappellent toutefois les attentes, notamment en matière de relogement et d'amélioration des conditions de travail. Christine Tam, Rodney Mayou. Les trottoirs et les espaces publics ne doivent pas être des zones d'anarchie. Je vous demande de faire disparaître sans délai et de façon définitive sur les trottoirs et la chaussée, les étals et toute autre installation anarchique. En donnant ces instructions au maire de Port-Gentil, Pascal Wagny-Amboroa, lors de sa prise de fonction, Herman Imongo, alors ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, fixait clairement le cap. L'opération de déguerpissement engagée au marché Grand Village, à l'instar notamment de Montbouet, le plus grand marché du Gabon dans la capitale gabonaise, s'inscrit ainsi dans l'exécution des directives de la tutelle. Objectif, réhabiliter le domaine public fortement occupé par des installations anarchiques et améliorer la salubrité de ces espaces marchands. C'est donc consciente de la pertinence de l'opération que certaines commerçantes saluent l'initiative. On trouve que c'est propre et il y a plus d'air qui rentre là. Pour un mal, c'est un bien qui arrive après. Les gens circulent librement. Les voitures aussi garent bien. Ils n'ont pas de problème pour garer maintenant. Prendre les gens, les taxis, prendre les gens ou déposer, ils n'ont pas de problème. En off, de nombreux automobilistes et piétons ont également salué l'initiative. Au Grand Village, certains se réjouissent de pouvoir désormais stationner plus aisément, tandis que d'autres apprécient de pouvoir marcher librement sans être entravés par des étals anarchiques. Au marché Balise, en revanche, l'opération n'a pas eu besoin d'être étendue. Témoin de ce qui se passait au marché Grand Village, les commerçants ont d'eux-mêmes libéré le domaine public. Retour à Libreville et en culture, le comité d'organisation de Miss Eben Gabon a lancé officiellement la deuxième édition de ce concours national, une vitrine de l'identité culturelle gabonaise qui célèbre la beauté naturelle tout en sensibilisant contre l'usage des produits décapants. Stanley Gemanika, Jaurès et Doundon. La deuxième édition du concours Miss Eben Gabon, officiellement lancée sous le signe de l'identité et de la valorisation de la beauté naturelle, est une initiative qui se veut à la fois culturelle, éducative et engagée. Miss Eben Gabon, c'est lutter contre la dépigmentation, valoriser le teint noir, la teinte naturelle et surtout aider la jeune femme à s'accepter et à encore avoir plus confiance en elle. C'est aussi promouvoir le Gabon à travers ses 9 provinces sur le plan culturel et éducationnel. Les personnes éligibles déjà, c'est les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans. Il faudrait être de nationalité gabonaise, il faudrait être sans enfants, célibataire, j'ai envie de dire aussi, ayant la peau naturelle. Il faudrait qu'elles soient également scolarisées parce que c'est aussi ça, promouvoir l'éducation. Le comité entend alerter sur les dangers liés à l'utilisation de produits dépigmentants dont les conséquences sont de plus en plus graves. On va continuer dans la sensibilisation, à montrer les dangers et les conséquences, mais aussi à valoriser nos produits locaux bio, à valoriser ce qui est fait par nous
par nous-mêmes et chez nous-mêmes. Donc cette année réserve beaucoup de surprises, de challenges et je pense qu'on va pouvoir les relever avec les objectifs du président de la République. Notons que la grande finale de cette deuxième édition réunira les lauréates provinciales issues de la caravane pour célébrer l'élégance, l'intelligence et l'engagement social. De leur côté, les anciens élèves du CES de Ngoni se sont réunis lors d'une soirée de gala, une occasion de faire le bilan des activités passées, de se projeter vers l'avenir et de réaffirmer leur soutien au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Gaël Mimbokoko, Chrislin Maïnda pour les détails. Ce gala, appelé à devenir un rendez-vous annuel, vise à consolider les liens de solidarité entre les anciens élèves du CS de Ngoni, tout en ravivant avec émotion et fierté les souvenirs de leur parcours commun. Mais au-delà de l'aspect fraternel, cette rencontre a surtout permis de faire le point sur les activités menées au cours de l'année écoulée. Les dons à l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, à l'hôpital de Bongolo, à l'hôpital canadien d'OIM. L'ANACN a pris une part significative lors de la dernière élection présidentielle. Nous pouvons donc être fiers du travail abattu pendant l'année écoulée. La NAECN, résolument engagée à accompagner les actions du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans plusieurs domaines de développement. Un engagement ferme qui sera davantage consolidé cette année. Je voudrais voir une action d'encadrement de nos jeunes, d'accompagnement au niveau de la préparation de leurs examens de fin d'année. Il me sera d'un grand honneur qu'au bilan de 2026, que l'on compte au moins 5 entrepreneurs propulsés par l'ANAECN. Soucieuse d'accroître l'impact de ces initiatives sur l'ensemble du territoire national, l'ANAECN a également décidé de procéder à l'implantation d'antennes dans toutes les villes du pays. La rencontre a été agrémentée par des prestations artistiques qui ont mis en valeur la beauté et la richesse du patrimoine culturel gabonais. En politique, les militants de l'Union socialiste progressiste ont célébré avec enthousiasme le 8e anniversaire de leur parti, créé le 5 janvier 2018. La formation politique dirigée par Henri Biranzé a marqué l'événement par une série d'activités centrées sur le bilan de ses actions et la réflexion sur son avenir. Mirandangé, Aristide Imbomo. Discours des responsables, échange avec les militants, cette rencontre a permis de revenir sur le parcours du parti et de tirer les enseignements des dernières élections dans notre pays, tout en se projetant vers l'avenir. Nous saluons la tenue du dialogue national inclusif, qui a constitué le moment fondateur de la refondation républicaine. Fruit de ce dialogue, le référendum constitutionnel a ouvert la voie à l'adoption d'une nouvelle constitution, acte fondateur de la 5e République. L'Union socialiste progressiste, USP, voit dans cette nouvelle République une chance historique de refonder le pacte social et formule donc le vœu de voir se concrétiser la promotion de la justice sociale, le renforcement de l'état de droit et l'ouverture des perspectives de développement durable et inclusif. Un moment de communion et de mobilisation pour les militants venus nombreux réaffirmer leur engagement politique. Notre ambition est claire. Faire des femmes de l'USP une force politique structurée, compétente et influente, capable de contribuer pleinement à la transformation sociale. L'avenir de notre parti se construira avec les femmes, par les femmes et pour le progrès social. L'USP a prouvé qu'elle n'est pas un parti de circonstances, mais un parti de conviction, de combat et d'avenir. La jeunesse doit être au cœur des politiques publiques. La formation doit répondre aux réalités économiques. Chers jeunes, le Gabon a besoin de vous. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. Il viendra de notre engagement, de notre discipline militante et de notre courage politique. La célébration s'est achevée dans une ambiance conviviale effective. Les militants ont dansé au rythme de la salsa portée par les sonorités de l'artiste gabonais Landry Fouta pour clôturer cette journée anniversaire placée sous le thème de l'unité et de l'espoir.
Retour dans le Haut-Ogooué pour la fin de ce journal. Agriculture et pisciculture s'imposent comme des solutions concrètes face au chômage et pour renforcer la sécurité alimentaire. Ce soir, zoom sur la ferme piscicole Manyumba, une initiative locale soutenue par la direction provinciale de la pêche et de l'aquaculture, portée par un Gabonais qui a choisi l'autonomie et l'innovation. Découverte signée chez la Mébalé, Fabrice Lembumba Brandlitimba. Au cœur de la province du Haut-Ogooué, la ferme piscicole Manyumba s'impose comme un modèle d'initiative locale réussie. Un projet qui bénéficie de l'appui technique de la direction provinciale de la pêche et de l'aquaculture du Haut-Ogooué, gage d'un encadrement professionnel et durable. Nous nous sommes donnés un défi et la direction provinciale de pêche et de l'aquaculture et les pisciculteurs, le défi était de relancer tous les petits pisciculteurs qui sont motivés à repartir dans leur activité. Nous dirons tout simplement aux pisciculteurs de ne pas se décourager. Nous savons quels sont les problèmes qui sont liés à ce secteur-là. Cet accompagnement permet d'optimiser la production, d'améliorer les techniques d'élevage et d'assurer la qualité du poisson mis sur le marché. Le site est nettoyé, on a des alevins. Nous osons espérer que dans 2 ou 3 mois, on puisse faire une petite production. Nous sommes satisfaits de la visite, surtout quand on constate que sur les 10 étangs de production qu'il a, il y a au moins 6 étangs qui sont saturés de tilapia. Donc pour nous, nous sommes satisfaits. La ferme est suivie au quotidien par 2 jeunes Gabonais formés en pisciculture, une initiative qui favorise non seulement la création d'emplois, mais aussi le renforcement des compétences locales. Ici, j'alimente les poissons, je vois le niveau d'eau, j'arrange la digue ici, et je nettoie les canaux d'évacuation. Je me suis intéressé à la pisciculture à cause de ma grand-mère, parce que ma grand-mère m'amenait souvent au champ et puis me parlait souvent des poissons, donc j'aimais la chose. Bon, moi, au départ, je n'étais pas intéressée. Avec les cours, j'ai commencé à comprendre et je me suis intéressée. Face au manque d'emploi, Richard a choisi de se tourner vers la pisciculture pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, son engagement porte ses fruits. J'avais commencé à faire d'abord 2 étangs. Après les 2 étangs, j'avais 16, mais il y a les autres qui sont abandonnés parce qu'il me manque beaucoup des alevins. Les difficultés, il y a les vols, il y a des prédateurs aussi qui passent aussi. Et puis quand on a travaillé la foire, il y a eu beaucoup de la pression d'eau qui est venue casser aussi les digues et puis emporter des alevins. On peut dire qu'un Gabonais peut vivre de l'élevage. Parce que moi j'ai commencé en 2007-2008 jusqu'à nos jours d'aujourd'hui là. Souvent je vends. Quand j'ai les poissons à abandon, je vends. Et quand je vends, je trouve quelque chose pour nourrir mes enfants. En se lançant dans l'agriculture et la pisciculture, il contribue activement à la sécurité alimentaire tout en participant au développement de l'économie locale. La ferme piscicole Manyumba prouve qu'avec de l'accompagnement, de la détermination et de la vision, les initiatives locales peuvent transformer des défis en opportunités. Un exemple inspirant pour nourrir le Gabon et bâtir l'avenir. Voilà, c'est ici que se referme cette édition d'information. Nous rappelons la victoire du Sénégal face au Maroc à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous aurez la synthèse de l'actualité en langue locale après ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. À très bientôt sur les antennes du Gabon Première. Excellent programme sur nos antennes et à très bientôt.